Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième journée du Paris-Saclay Summit, organisée par le journal Le Point, évidemment en collaboration avec l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique. Alors on ouvre une très jolie conférence pour cette matinée. Si je vous dis drone, exosquelette connectable au cerveau, capable d'obéir à des commandes mentales, on a l'impression d'être dans un scénario de science-fiction ou alors d'entendre de la télépathie, mais en fait pas du tout, parce que ce projet est d'ores et déjà possible. Et alors avec notre invité aujourd'hui, comme vous le voyez, on va avoir des démonstrations assez impressionnantes. Je regarde notamment ce casque muni d'électrodes qui va nous permettre d'associer la pensée à l'action. Alors j'espère qu'il faut avoir une pensée assez précise pour pouvoir bien les associer. En tout cas, sans plus attendre, pour en débattre, donc Natalia Kosmina, qui est chercheuse au MIT, spécialisée des interfaces cerveau-machine, et Géraldine Zamansky, journaliste au magazine de la santé sur France 5. Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est incroyable, le développement d'interfaces qui sont capables de décrypter ce qui se passe dans le cerveau pour faire bouger des objets ou faire différentes commandes. Et tout ça, pas du tout pour du gadget, mais vraiment avec beaucoup d'applications thérapeutiques assez extraordinaires. Pour commencer peut-être, vous avez ces lunettes grises. Eh oui, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc là, nous avons des lunettes et est-ce qu'on peut voir la photo, s'il vous plaît? Elles sont en rouge sur la photo. Oui. Tiens. Eh bien, parfait. Donc, des lunettes peuvent capter votre activité électrique du cerveau avec des capteurs qui sont derrière des oreilles. Je vois certains parmi vous portent des lunettes. Géraldine, voilà. Juste comme ça. Et il y a aussi des capteurs autour du nez. Et là, ils peuvent capter l'activité musculaire des mouvements des yeux, sans les caméras. Et donc, ces lunettes sont fabriquées entièrement 100% aux États-Unis. Et on peut faire pas mal des actions diverses et variées en utilisant ce type d'interface cerveau-machine. Voilà, et donc, qu'est-ce que vous arrivez... Alors, peut-être, du coup, on va lancer la vidéo tout de suite. Je pense qu'il y a des photos. Là, comme ça, on peut montrer déjà certaines applications sur les photos. Là, par exemple, certains gens disent, ouais, il n'y a pas vraiment l'écran. On peut toujours ajouter l'écran augmenté, de réalité augmentée, si nécessaire, si on a besoin vraiment voir des choses en plus. Et après, peut-être, oui, parfait. Certaines applications, justement, c'est les déclins cognitifs des personnes. Donc, on utilise ces lunettes pour mesurer est-ce qu'il y a les changements dans l'activité cérébrale au bout des années quand les gens portent ces lunettes. Imaginez que là, vous portez vos lunettes non augmentées. Et là, maintenant, avec ce type de lunettes, on peut dire est-ce que vous avez des changements dans l'attention, dans la fatigue, dans la charge cognitive. Donc, il y a pas mal des applications, justement, dans le domaine médical, santé. Oui, parce qu'en fait, on réexpliquera mieux après, mais c'est vrai que c'est incroyable comme ils arrivent à effectivement capter l'activité cérébrale et puis surtout, avec les yeux, le niveau de concentration. Ça peut aussi à la fois détecter une baisse et puis générer des phénomènes d'entraînement qu'on va peut-être voir alors sur une autre photo. Oui. Je sais pas quelle... Alors là, c'est la vigilance. Oui, c'est la vigilance, par exemple, quand nous sommes au volant et vous allez vous endormir. Et là, disons, il fait tard, il fait nuit. Et là, le caméra peut-être que vous avez peut-être à l'intérieur de votre voiture ne fonctionne pas si bien que ça parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour des caméras. Et là, on peut utiliser ces lunettes pour capter les temps quand vous êtes en train de vous endormir, mais aussi vous réveiller, parce qu'on peut donner un retour en temps réel sur les lunettes, ils peuvent vibrer ou donner un petit son, donc il n'y a pas besoin d'aller prendre votre téléphone et vraiment regarder le téléphone au lieu de regarder la route. C'est ça, et donc en fait c'est le capteur qui se trouve ici et qui est très très subtil, qui réussit à être en amont du moment où les paupières tombent, c'est-à-dire qu'il détecte si les mouvements oculaires même commencent à devenir un peu genre hagards. Oui. Donc c'est vraiment du coup à peu près une dizaine de minutes avant que là vous allez commencer à vous enfermer vos paupières. Avant d'être en danger, donc c'est bien plus subtil que juste voir si la paupière tombe. Exactement. Et puis ensuite... Et ensuite, bien sûr, là, on a pas mal des applications sur Terre. On va rester sur Terre pour la plupart de cette conversation, mais quand même, juste pour montrer que
d'après l'intelligence artificielle, nous avons quand même pas mal d'applications aussi dans l'espace. Et bien sûr, on travaille avec NASA, donc avec des astronautes, pour les préparer à la performance optimale cognitive pour qu'ils puissent passer beaucoup de mois, voire des années dans l'espace, dans le confinement. Ça reste quelque chose qu'on étudie d'une manière très, très active avec NASA aux États-Unis. C'est ça, parce que vous comprendrez aussi mieux après, parce que ça peut interagir avec plein d'objets, plein de choses qui peuvent vraiment aider la personne à percevoir elle-même sa capacité de concentration. Et c'est une sorte d'entraînement neurologique presque, mais plus ludique, et puis avec vraiment des outils pour le coup d'une finesse incroyable pour comprendre vraiment ce qui se passe. Oui. Donc là, on peut retourner... C'est un peu un teaser en fait. Après, on va décrypter au fur et à mesure mieux comment ça fonctionne. Exactement. Et là, par exemple, je pense qu'il y a une vidéo qui va suivre. Là, on va voir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de lunettes, avec des grands robots industriels. Parce que là, vraiment, l'enjeu, racontez-nous, parce que du coup, on ne va pas pouvoir la regarder, elle est très très longue, hein, donc on va s'en servir comme support pour que vous nous décryptiez ce qui se passe. Là, on est vraiment dans des utilisations qui peuvent être extraordinairement thérapeutiques pour des personnes qui n'arrivent plus à parler, qui ne pourraient plus bouger. Des robots comme ça, un peu assistants, peuvent vraiment les aider. Mais alors, dites-nous là, comment ça marche? C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre les deux. Oui, donc vous pouvez voir que sur la vidéo, là, je porte des lunettes. Et là, il y avait la question qui m'a été posée, est-ce que je veux aller à la cuisine? Donc, c'est le robot qui pose la question. Ce n'est pas vraiment le robot, bien sûr, qui pose les questions. On détecte ça dans le contexte. On sait où se trouve le robot. On sait où se trouve l'utilisateur. Dans ce cas, c'est moi-même. Et donc, le robot va poser une question. Tiens, il y a l'utilisateur qui n'a pas allé dans la cuisine pendant longtemps. Peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose. Et donc, les questions seront posées à haute voix. Donc, si la personne, par exemple, est malvoyante, la personne peut quand même entendre bien les questions. Et la réponse, maintenant, est binaire. C'est donc oui ou non. Et ce qu'il faut faire, c'est juste penser à un oui ou penser à un non. C'est littéralement juste la pensée. Donc, il ne faut pas clignoter les yeux. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas toucher le clavier, il ne faut pas toucher le téléphone portable. Il faut juste penser à un oui ou un non pendant 10 secondes. Et après une dizaine de secondes, là, le robot va effectuer une action souhaitée. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si la réponse a été oui, le robot va se déplacer dans la cuisine, etc., etc. Et bien sûr, là, on peut dire... Ah tiens, ça c'est un robot industriel, peut-être certains d'entre vous ont reconnu, c'est un spot de Boston Dynamics. Mais attention, là, ce robot, il coûte quand même pas si cher que ça. Et l'idée, c'est de montrer qu'on pourrait faire pas mal de cas, justement, du support pour des personnes qui ont besoin d'assistance. Parce que le robot peut apporter des courses, ouvrir la porte, porter une chaise, etc., etc. Et alors quand même, pour vous rassurer, je pense qu'il y a une question que vous vous posez tous. Il y a un côté un peu effrayant de se dire si on nous pose des lunettes sur la tête et qu'on peut deviner nos pensées. En fait, non, ça prend quand même du temps. Il y a une forme d'entraînement. Cette interaction, elle est créée, en fait. Exactement. La personne a créé ce lien, en quelque sorte, a appris à la machine à reconnaître oui et non dans son cerveau. Oui, exactement. C'est pour ça que vous voyez une dizaine de secondes là, comme donner le temps à une réponse. Ce n'est pas immédiat et c'est fait exprès pour que déjà vous, comme utilisateur qui n'a peut-être jamais pu essayer ce type d'interface, vous puissiez ressentir un contrôle, que c'est vraiment l'action, ce que vous voulez faire. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas quelqu'un d'autre déjà. Et c'est surtout une dizaine de secondes parce qu'on ne sait pas trop l'information sur votre cerveau. Disons, si par exemple Géraldine va utiliser ses lunettes, là, l'interface pour elle ou pour n'importe qui dans cette pièce sera 10 secondes. Par contre, pour moi-même, vu que le système est très bien entraîné sur moi-même, mais aussi nous avons pas mal des utilisateurs qui utilisent ce système dont on va parler un peu plus tard, qui utilisent ce système pendant des années et des années, même ici en France. Là, on n'a pas besoin de prendre une dizaine de secondes parce qu'on a notre apprentissage automatique, machine learning, qui est déjà se mis en route pour créer un modèle justement des pensées de la personne. Donc on a déjà ce modèle qui est en route. Et donc là, on peut reconnaître d'une manière quasi immédiate et d'une manière très, très précise.
Voilà, mais c'est volontaire. Si on vous met ces lunettes et que vous n'avez pas envie de communiquer avec, elles ne devineront absolument rien. Exactement. Et ce qui est hyper important aussi à noter, c'est que, comme vous pouvez voir, l'interface est non invasive. C'est-à-dire, là, je veux les porter, je les porte. Je ne vais plus les porter, je ne les porte plus. Ce n'est pas le cas pour des systèmes invasifs. C'est ce qui est très important. Je ne pense pas qu'on va pouvoir toucher beaucoup aux questions éthiques, mais c'est quelque chose vraiment à reconnaître et aussi à bien penser. C'est que tout est volontaire parce que c'est le système que vous pouvez vous débarrasser rapidement. Et surtout, si on parle des personnes âgées, etc., si on a des cas d'urgence, on peut se débarrasser très rapidement si nécessaire. Oui, ou on peut aussi imaginer des utilisations où on perd temporairement la possibilité de s'exprimer, même en réanimation ou comme ça, et donc ça peut être génial. On porte les lunettes le temps où on a besoin, comme ça, de pouvoir interagir avec l'extérieur sans parler, et effectivement, pas besoin de poser des électrodes comme ceux qui se sont inscrits pour la conférence de cet après-midi sur les travaux du CEA. Là, c'est effectivement complètement autre chose. Là, ça peut être temporaire. Et donc, on va voir une autre application après, je crois, où justement, là, on pense vraiment handicap. Ah non, c'est avant le choix peau, excusez-moi. Oui. Il y aurait normalement une photo où on voit que ça commande une maison, où on voit que ça commande un volet. Il y a une personne dans un fauteuil. Alors, excusez-nous si elles ont été mal organisées. Bon, sinon, c'est pas très grave, on va l'expliquer. Oui, on va l'expliquer quand même, avant de passer au choix peau. Donc, justement, le robot, c'était un des exemples, Spot. Mais là, bien sûr, vous pouvez imaginer qu'on remplace ce robot par des objets de la maison. Donc, disons, micro-ondes, une télé. Et donc, des gens peuvent imaginer une micro-onde pour allumer, imaginer une télé pour allumer, imaginer des stores pour les baisser. Et donc, on a fait pas mal d'études, des publications sur ça. Donc, vraiment utilisé dans le contexte de la vie quotidienne, chaque jour. Donc, c'est vraiment une maison intelligente qui sait vraiment de quoi vous avez besoin. Parfait. Et du coup, après, on va passer effectivement au choix peau. Parce que du coup, là, on a quelque chose d'assez incroyable que vous avez surtout utilisé avec les enfants. Racontez-nous. Oui. Déjà, qui d'entre vous a vu Harry Potter? Oui, regardez tout ça. Qui reconnaît le chapeau magique? Oui, qui a voulu le chapeau magique? Écoutez, voilà, toutes les réponses sont là, mais justement. Donc, c'est juste pour montrer, en fait, dans la fluidité de ce dispositif, c'est important de penser que, bien sûr, il y a pas mal de gens qui portent des lunettes, donc c'est hyper facile. Mais bien sûr, les enfants, c'est une autre histoire. Il y a pas mal de lunettes aussi. Mais comme vous pouvez imaginer, des interfaces qui relèvent de la magie, de la science-fiction, ils peuvent vraiment capturer toute l'admiration de l'enfant. Et donc, on a recréé le chapeau magique d'Harry Potter, 100%, mais au lieu de vous mettre dans une maison Hogwarts, etc., là, ce qu'on va faire, c'est que le chapeau va parler en enfant. Donc, même chose, mais au lieu de dire Hogwarts, etc., Slytherin. Voilà, Géraldine. Voilà, on sait maintenant. Tout sur Géraldine, ok. Attention. Mais bon, ce que le chapeau va dire, c'est encourager l'enfant à continuer, par exemple, ses études, à vraiment aller plus loin, s'assurer que son cerveau est formidable, l'enfant peut faire tout ce qu'il veut. Et là, ce contexte de parler en enfant, de s'assurance, c'est l'estime de soi-même. Et si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît, pardon de vous interrompre, parce qu'en fait, comment ça marche? Donc là, voilà, vous voyez les photos avec le petit loup qui se concentre. Et en fait, après, il y a une vidéo où en fait, comment est-ce qu'il perçoit le pouvoir de son cerveau? C'est comme ça. Il commande avec le dispositif qui est... Racontez-nous, il est quand même un peu plus sophistiqué que les lunettes. Il est un peu plus sophistiqué parce qu'il y a plus de capteurs. Justement, l'idée qu'on peut mettre ces capteurs dans n'importe quel objet de l'univers magique. Là, vous pouvez voir Avengers, Darth Vader, Star Wars, tout ce que vous voulez. Et après, l'enfant, tant qu'il est concentré, là, il peut bouger ce petit robot par la pensée. Et bien sûr, après, ce qu'on fait, on demande à un enfant aussi comment ils font leurs devoirs. Ils sont hyper motivés, pas à cause du jeu. On ne va pas redonner le jeu, et c'est pas ça. L'idée, c'est qu'ils croient en eux-mêmes.
C'est ça l'idée. On a publié plein de papiers sur ça. L'idée de l'estime de soi, c'est une théorie qui a été développée par des scientifiques de Stanford il y a longtemps. C'est très, très, très bien étudié. Fixed and Growth Mindset en anglais, c'est comme ça que ça s'appelle, donc vous pouvez lire sur ça, c'est hyper intéressant. Mais l'idée qu'on peut utiliser ce type d'interface d'une manière ludique, mais aussi scientifique, et aider n'importe quelle population et n'importe quel âge en préservant tous ces aspects ludiques et jeux. Mais alors, aidez-nous à comprendre un petit peu mieux, là, qu'est-ce qui est capté, où ils sont justement, Donc, où sont les capteurs. Donc, si on peut revenir peut-être 2 photos avant, c'était je ne sais pas si on peut revenir ou pas. Super, c'est un peu foncé la photo, mais il y a peut-être, vous pouvez voir sur la photo des capteurs juste au-dessus du chapeau. Et donc, il y en a 8 à 14. Voilà, ils sont un peu posés comme un ça peu au-dessus. plus, d'une manière un peu plus moins équidistante sur la tête. Et donc là, on capte l'imagination. Donc, des lunettes ont des capteurs limités derrière les oreilles et autour du nez. Et là, vu qu'on a beaucoup plus de capteurs, on peut justement capter des aspects imagination mentale. Quand je dis imaginer un objet, imaginez une balle du foot, imaginez une tasse de thé, etc. Là, on peut capter vraiment ce qui relève de l'imagination mentale. Et alors, comment, par exemple, ils font bouger cette boule? Est-ce qu'il faut qu'ils pensent devant, derrière? Comment ça marche? Justement, ils peuvent parfaitement penser avancer, arrêter, mais sinon, ils peuvent aussi imaginer un objet, ce que je viens de dire, histoire d'imaginer une balle du foot, par exemple. Et là, tant qu'il y a l'action qui a été associée à un mouvement du robot, disons, si vous imaginez une balle de foot, là, le robot va avancer. Si vous arrêtez à imaginer, le robot va s'arrêter. Là, ça sera associé par l'ordinateur. Et après, une fois le système en marche, l'enfant imagine une balle de foot, le robot va bouger. C'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment une activité qui correspond à une sorte d'activation importante du cerveau, tout simplement. Exactement. Il n'y a pas de motif spécifique comme pour oui ou non. Non. Là, c'est vraiment le cerveau s'active. Exactement. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que là, pour les enfants et l'estime de soi, c'est formidable. Mais en fait, il y a énormément d'autres applications thérapeutiques. Par exemple, quand une personne a eu un AVC et qu'elle a perdu aussi confiance en son cerveau qui a été lésé, eh ben, il peut y avoir plein de travail avec ça. Exactement. Il y a pas mal des études qui sont faites aussi ici en France qui parlent justement du fait que l'imaginer un mouvement, par exemple, c'est la même chose que effectuer un mouvement. Donc, on utilise ça pour tout ce qui est rééducation après l'AVC, entre autres. Et donc, on peut imaginer un mouvement et après, on peut voir sur l'écran, par exemple, ou bouger un robot sur l'écran, cette activation de l'imagination. C'est ça, parce que, racontez-nous, là, évidemment, c'est en lien avec la plasticité cérébrale. Et là, l'avantage, c'est que les personnes peuvent faire vivre ce qui est en train de se passer dans leur cerveau, comme pour les enfants. Exactement. Donc, c'est pas l'interface que pour les enfants. Et on a des adultes qui l'utilisent aussi. Et excusez-moi, et du coup, là, on peut aussi imaginer que ça s'intègre justement avec ce casque-là. Oui, donc si on peut avancer après la vidéo là, du chapeau, s'il vous plaît. Parfait, merci. Donc là, vous pouvez avancer encore 2 photos. Et sinon, vous pouvez le montrer aussi. Là, on est revenu au petit robot. Non, on est revenu au petit robot. Parfait. Donc, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que bien sûr, des chapeaux, des lunettes, c'est très bien, mais on a pas mal des autres interfaces qui existent déjà bel et bien. Donc, des casques de réalité augmentée ou réalité virtuelle. Et donc, on les porte déjà sur nos têtes. Donc, là, d'une manière naturelle, on va déjà pouvoir intégrer des capteurs au sein de ces casques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en fait plus spécifique comme un chapeau ou des lunettes. Là, on a pas mal de gens qui utilisent déjà ce casque pour jouer, mais aussi pour travailler, surtout aux États-Unis. Et donc là, l'exemple, c'est utiliser le casque de réalité mixte de Apple, Vision Pro, qu'on peut justement avoir derrière des capteurs qui peuvent là capter l'imagination mentale de la personne. Là, je vais mettre le micro et je vais vous montrer.
entendez ou pas? Je pense que pour moi. Là, juste derrière, il y a peut-être des autres photos, je ne sais pas. Mais sinon, juste derrière, il y a des capteurs et ça intègre, comme on peut voir, de manière assez naturelle. Assez naturelle, fait partie du casque. Et comme ça, on peut porter le casque, avoir l'expérience à l'intérieur du casque, l'expérience immersive, et en même temps utiliser le cerveau pour mesurer l'effet de cette expérience, mais aussi effectuer des actions en imaginant ces actions. Et là, par exemple, c'est vrai que je pense qu'on s'en sert un peu moins encore en France que là-bas, mais en revanche, beaucoup dans les lieux pareils de soins. Moi, j'ai fait beaucoup de reportages où on s'en sert, même pour les personnes qui ont des phobies, pour refaire des thérapies cognitives progressives. Et c'est vrai que là, on a du mal à imaginer, mais en fait, du coup, la personne peut vraiment, ou pour tout ce qui est rééducation physique aussi, peut commander un avatar qui va faire des gestes, peut raconter-nous aussi ça peut vraiment... Parce que du coup, excusez-moi, vous ne l'avez pas redit, là, il y a des capteurs qui vont être sur les zones motrices. Il y a des capteurs sur ce qu'on appelle le zone de cortex visuel, donc... Mais par contre, oui, on peut aussi mettre des capteurs sur les cortex motrices. Et donc là, on peut faire, encore une fois, l'imagination des mouvements, soit l'imagination des objets. Et disons, si on parle d'exemple de rééducation, ou l'exemple quand des personnes ont peut-être, ce qu'on appelle peut-être l'accident, ou maintenant ils ont peur de quelque chose, là, on peut faire revivre cette expérience. Et là, ils peuvent revivre dans cet environnement qui est immersif. Et en même temps, on peut justement mesurer est-ce qu'il y a l'effet d'utiliser cette interface sur eux, est-ce qu'ils sont engagés, est-ce qu'ils ne sont pas engagés, est-ce qu'ils portent attention ou pas. Mais aussi, en plus, ils peuvent commander son avatar, certains mouvements de l'avatar, ou revivre cette expérience, justement, pour ne plus avoir peur ou avoir quelque chose comme session de rééducation qui a le succès pour l'utilisateur. Oui, ce que veut dire Nathalie avec le mot engagé, c'est qu'il peut y avoir aussi un contrôle de l'extérieur et du coup, ils peuvent voir si la personne est vraiment en train de réussir à s'approprier de l'exercice ou par exemple, si dans le cadre d'une rééducation, si elle s'épuise et s'il y a un moment où il faut s'arrêter parce qu'en fait, ça devient toxique. Ce que vous me disiez, parfois, les personnes n'osent pas dire qu'elles sont fatiguées. Exactement. Ça arrive, par exemple, moi, ça m'arrivait quand je fais une rééducation, je suis tombée du cheval quelquefois, donc il fallait que je fasse ça. Et donc, de temps en temps, j'ose pas dire parce que voilà, des rendez-vous, ça prend 6 semaines, 8 semaines. Là, on est là, pendant 2 heures, il faut que je fasse tout ça. Est-ce qu'il faut que je fasse tout ça? Et c'est pas hyper confortable, j'ai un peu de la douleur. Est-ce qu'il faut, il ne faut pas? Mais comme ça, on peut mesurer aussi l'efficacité des interfaces en soi. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on propose est vraiment effectif pour le patient ou pas? C'est ça. Et du coup, vraiment, ça permet des progressions, on imagine, bien plus importantes, bien plus qualitatives, en fait. La personne, exactement. Même ça peut être définir un rythme de rééducation. La personne, c'est peut-être plus efficace si elle fait 5 minutes, qu'elle s'arrête 5 minutes. Enfin, il y a ce contrôle par l'extérieur permet aussi d'aider l'efficacité du processus. Exactement. Et là, c'est vraiment tout par l'EEG, en fait, depuis le début. Oui. On utilise tout d'une manière non invasive. Des capteurs qui s'appellent EEG, électroencéphalographie. On capte la signature électrique du cerveau. On n'a pas que signature électrique dans le cerveau, on a l'activité magnétique, on a pas mal de signaux en fait, mais là on se base uniquement sur le signal électrique. Et est-ce qu'il y a une notion de progression, c'est-à-dire que vous continuez à améliorer la sensibilité, justement l'intelligence de ces capteurs? Oui, absolument. Il y a en fait tous les aspects qui sont importants de ce type de système. Comme je viens de dire au début, vu qu'on fabrique aux États-Unis, là on contrôle vraiment la fabrication entièrement de ces systèmes, donc ce qu'on appelle hardware, mais aussi on prend soin de tout ce qui est software et tout ce qui est traitement du signal, c'est-à-dire machine learning. Et encore une fois, vous avez peut-être déjà pu assister à des sessions d'IRM à l'hôpital, peut-être. Certains d'entre vous, peut-être, ont pu participer à nos études au labo. Vous avez eu des casques sur vos têtes que j'appelle type pulpe, plein de capteurs, gelés. Là, c'est hyper pas confortable. Mais par contre, imaginez encore une fois avec des lunettes ou même des casques de réalité augmentée qui sont comme ça augmentés avec ces capteurs. On peut capter des heures et des heures d'activité par jour. Donc, certains utilisateurs, comme Malade de Charcot, avec qui je travaille, là, nous avons beaucoup de données qu'on a pu
collecter parce qu'il utilise ce système chaque jour dans les états très très avancés quand ils peuvent plus bouger, plus parler, plus clignoter des yeux, mais leur cerveau est fonctionnel. Donc là, ils peuvent utiliser ces systèmes et bien sûr, avec là, les données qu'on a collectées, on peut toujours augmenter ces systèmes, les améliorer et surtout améliorer la précision. C'est ça, parce que c'est quand même assez incroyable. Vous êtes loin du cerveau et vous réussissez à décrypter. Oui, mais il faut pas, justement, l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé d'être à l'intérieur du cerveau. Ça ne signifie pas que les interfaces invasives, c'est pas bien, mais encore une fois, il y a des interfaces invasives et des cas d'usage pour les interfaces invasives. Mais là, on peut faire beaucoup de choses déjà avec des interfaces non invasives. Et en fait, on peut faire tout ça à cause de fabrication, à cause de la production des microprocesseurs, des puces qui sont à l'intérieur, mais aussi à cause de l'intelligence artificielle qui maintenant est en route pour nous aider à améliorer tous ces algorithmes de classification. Voilà, et là, c'est surtout grâce. Mais du coup, est-ce que vous pourriez nous dire quand même, en plus, ça ne sera pas forcément inaccessible. Il y a déjà des essais, même en France, avec ces lunettes dans les services. Et c'est quelque chose qui pourrait devenir à des tarifs, en fait, assez... Oui, absolument. Là, c'est bien sûr des tarifs qu'on peut... Là, par exemple, on travaille avec certaines entreprises déjà en France pour distribuer aux patients, justement. Et là, il y a pas mal, justement, de l'hôpital qui s'intéressent. Donc, ça peut distribuer d'une manière, justement, quand c'est nécessaire pour des patients. On tacle surtout des entreprises en ce moment, donc pas des utilisateurs. Mais justement, s'il y a un patient qui a besoin, ou il y a l'école, etc., bien sûr, ou l'entreprise donc, qui sont intéressés par ce type d'interface, il y a pas mal de moyens justement à faire des projets très intéressants ensemble. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être ? Bonjour, merci pour cet exposé très impressionnant pour la matérialisation de la télépathie. J'ai beaucoup lu ça dans mes bandes dessinées jadis, mais je ne savais pas que ça existait. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur les signaux du cerveau ? Parce que vous avez parlé de signaux électriques, de signaux magnétiques. Dans un monde idéal, finalement, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir interpréter pour pousser la puissance de vos applications ? Oui, donc on veut vraiment interpréter, en fait, le corps entier, parce que le cerveau ne fonctionne pas quand même à part du corps. Donc, dans le monde parfait, on veut vraiment avoir un modèle parfait du corps entier. Donc, battement de cœur, les réponses de la peau, etc. Et donc, bien sûr, là, c'est facile à dire, mais parce qu'il faut le faire en temps réel, entièrement. Et là, il n'y a pas d'ordinateur ou qu'on appelle supercomputer. Il n'y a pas, ça n'existe plus aujourd'hui pour vraiment même avoir une copie de 10 secondes de l'activité cérébrale humaine en temps réel. On peut faire à peine une souris, un cerveau d'une souris pour 5 secondes. Et là, il faut 34 super ordinateurs connectés pour vraiment répliquer l'activité cérébrale d'une souris. Donc, on est hyper loin encore de faire ce modèle complet, mais là, dans ce cas-là, on va pouvoir vraiment parler de ce qu'on appelle Artificial General Intelligence. Que ça, LLM, là, le chatbot, GPT, etc., vont jamais arriver à faire Artificial General Intelligence sans les interfaces cerveau-machine. On a une autre question. Bonjour, merci pour cette démonstration en effet intéressante. Alors moi j'avais compris que sur les IRM fonctionnels par exemple, on arrivait à faire une cartographie du cerveau. Vous en avez un tout petit peu parlé avec les zones, une zone motrice ou une zone, je ne sais plus comment, enfin voilà. Et, voilà. Mais alors ça on peut bien comprendre, avec les IRM par exemple, on fait bouger un bras à quelqu'un, on voit quelle zone du cerveau ça active. Où on lui fait penser à une écriture. Mais là, en fait, quand la toute première expérience là, du yes et du no, en fait, donc sur une zone très particulière, vous interprétez 2 réponses qui sont simplement, des réponses
yes et no, enfin de mots. Ouais. Alors, j'aimerais bien savoir comment ça se passe un peu plus précisément. Oui, exactement. Merci. De rien. Donc oui, il y a bien sûr l'activation aussi des zones différentes dans le cerveau qu'on peut aussi voir avec l'activité électrique. Donc des IRM, c'est très bien, mais on peut voir la même chose avec des capteurs dont je vous ai montré. Bien sûr, attention, comme vous pouvez déjà voir avec ces deux dispositifs, le placement est important. Donc où sont des électrodes. Donc, s'il y a autour des oreilles, on ne va pas pouvoir voir beaucoup de propagation du signal jusqu'ici. Et c'est normal, pareil, parce qu'il n'y a pas de capteurs ici. Pareil, ici, là, nous avons des capteurs derrière, cortex visuel. C'est normal qu'on ne va pas avoir propagation jusqu'à la zone préfrontale. Mais on peut voir l'activation avec EEG, 100%, pas de problème, déjà ça. Mais pour expliquer après, pour revenir à une deuxième question. L'interprétation du yes et Oui, no. justement, interprétation yes et no, ce qu'on suggère à nos utilisateurs, parce que c'est surtout créé pour des patients ou pour les gens qui n'ont pas encore pu essayer ce type de système. Ce qu'il faut faire, c'est de se focaliser quand on entend oui ou quand on entend non. C'est tout. Et se focaliser, ça signifie, vous pouvez juste penser à quelque chose d'une manière très forte. Vous pensez à votre chat, à ce que vous voulez faire pour le déjeuner. Là, déjà, voilà, maintenant tout le monde pense à un sandwich, voilà, c'est fait. Là, penser à quelque chose de très fort, ça suffit largement pour toutes ces réponses oui et non binaires. Et là, c'est juste binaire, oui et non. Si on veut penser, comme je viens de dire, aux objets plus compliqués, là, on utilise plus des capteurs, comme ici avec Vision Pro. Et donc là, on peut décrypter l'imagination. Les objets doivent être assez séparés dans l'espace. On a publié un papier, par exemple, le chat et le chien ne vont pas fonctionner. Pour nous, c'est des animaux très différents, mais pour le système, c'est des animaux qui sont trop pareils, donc ça ne va pas le faire. Mais par contre, on peut penser à un chien et encore ballon de foot. Là, ça va fonctionner trop bien. Forme est différente, nature d'un objet est très différent, l'animal, objet. Et donc là, ça va fonctionner très bien. On a plein de papiers sur ça, pas que de moi-même, de mon équipe, mais aussi des papiers que j'ai publiés quand j'étais encore en thèse ici. Et il y a plein des équipes qui travaillent sur ça, parce qu'encore une fois, c'est le traitement du signal qui maintenant permet à faire ça avec ces dispositifs uniquement à 8-9 électrodes. Avant, disons il y a 5 ans, ça n'aurait pas pu être possible. Donc c'est les associations d'idées en fait. Exactement. Et Donc, en fait, surtout, je viens parce que ça, je ne l'avais pas compris comme ça, c'est la machine qui dit oui ou non, oui, et en exactement. fait, c'est la personne qui réagit sur la réponse qu'elle souhaite. Exactement, oui. On appelle ça aussi co-apprentissage. C'est la machine qui réagit, mais aussi c'est l'humain qui réagit. C'est pour ça que ce n'est pas unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Il y a 2 directions et ça, c'est très important. C'est pour ça que la personne, l'utilisateur est en contrôle. Si vous ne pensez pas, il n'y a rien qui va se passer. C'est un peu comme pour la boule, en fait. C'est vraiment une activité qui va se définir sur telle ou telle réponse. Ouais. On va prendre une dernière question. Oui, monsieur. Merci beaucoup, c'était très très passionnant. Et en fait, je voudrais savoir si vous avez fait des tests avec des enfants autistes. Oui. Si c'est le cas, vous de partager c'est ça. excusez-moi. Et juste une curiosité, est-ce que vous connaissez des cadres légaux pour protéger ce type d'applications qui ne soient pas dégénérées avec des applications malveillantes? Oui, merci. Ah, l'éthique, ça va être tout un débat, ça. Oui, c'est tout un débat. Donc, je vais passer 5 secondes, même si ça nécessite 5 heures au moins. Donc, déjà, je peux dire tout de suite, parce que je connais personnellement, je ne peux pas dire plus que ça, mais en Europe, en ce moment, il y a quelque chose qui se prépare, justement pour régler des questions éthiques sur les interfaces non invasives. Parce que ça, et je peux utiliser une phrase en anglais, c'est Wild Wild West. Ici, aux États-Unis, là, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces interfaces. Et donc, il y a quelque chose qui se prépare en Europe déjà. Je ne peux pas dire plus. Mais pour répondre à la première question, nous avons un immense projet aux États-Unis sur les enfants et des adultes autistes qui ne sont pas verbales. Donc, on appelle ça minimally verbal. Donc, c'est 30 mots ou moins. Et donc là, on essaie à comprendre et
refaire la communication. Donc, essayer à comprendre leur communication pour qu'on puisse redonner la communication et comprendre justement comment engager avec ces enfants et ces adultes. En France, il y a un peu moins quand même, c'est un peu plus en Belgique que ça se passe. Mais oui, nous avons un immense projet du financement sur ça, parce que malheureusement, c'est un problème vraiment. Et il y a pas mal de financement qui va dans cette direction aussi. Merci beaucoup. On voit à quel point le champ des possibles à explorer est vaste et on apprivoise la machine et la machine nous apprivoise, mais ça va dans les deux sens. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Merci, j'imagine que vous avez encore plein de questions, je suis navrée. Mais peut-être vous pouvez continuer un peu l'échange encore dans le hall. Merci beaucoup. Merci.